J'ai un souvenir de quand j'étais petit, je devais avoir 9-10 ans, pas plus, pas moins. C'était pendant les vacances d'été, une après-midi, alors que j'étais seul avec ma grande sœur à la maison. Mes parents et notre grand frère étaient dehors, je sais plus ce qu'ils foutaient, des courses, une balade, peu importe. Sûrement passer un moment privilégié avec lui, parce que de nous trois, c'était leur enfant préféré. Et ma grande sœur devait me garder, s'occuper de moi. Et elle décide de lancer un film qu'elle avait eu en DVD peu de temps avant, qui n'était autre que Lolita malgré moi, Mean Girls en anglais. Et j'ai adoré ce film. Vraiment, j'étais à fond. C'est limite après le visionnage, j'ai demandé à ma soeur de le remater encore et encore. Grand teen movie, des adolescents de canon, des grands lards qui racontent des conneries, des embrouilles et des clans dans un lycée typique américain. Et les musiques aussi m'avaient grandement marqué, je me rappelle. Ouais, voilà, c'est ça. Un bon film d'adolescent bien à l'américaine, quoi. Et je me rappelle qu'en mes 10 ans, j'avais vraiment pris une claque devant ce film. Et j'avoue, j'avais même eu un petit coup de foudre pour l'actrice principale qui n'est autre que Lindsay Lohan. Je savais déjà qui c'était durant mon enfance. J'ai grandi avec ses films mythiques tels que À nous quatre ou encore Freaky Friday. Mais c'est vraiment dans ce film, Lolita malgré moi, qu'elle m'a le plus marqué, le plus touché. Entre succès fulgurant, scandale médiatique, addiction et lutte pour se reconstruire, son parcours illustre les pressions et les excès d'une célébrité grandissante. Elle a incarné le rêve américain pendant plus d'une décennie. Bienvenue à toutes et à tous, messieurs dames, je suis le Six, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous propose aujourd'hui de nous plonger dans la vie de cette actrice qui, avec ses films et ses frasques en tout genre, a marqué au fer rouge les années 2000 et qui plus est a marqué l'enfance, l'adolescence de bon nombre d'entre vous, je pense. Plongeons toutes et tous ensemble dans l'histoire de Lindsay Lohan. Lindsay D. Lohan voit le jour le 2 juillet 1986 dans le Bronx, l'un des 5 arrondissements de New York. Elle grandit ensuite dans les banlieues aisées de Merrick et Cold Spring Harbor, sur l'île de Long Island. Elle est l'aînée des 4 enfants de Dina Sullivan, ancienne danseuse des Rockets et analyste financière, et de Michael Lohan, ex-trader sur Wall Street, aux trajectoires assez tumultueuses. Comment ça, assez tumultueuse? Combien il a escroqué ce bâtard là? Oh, tout de suite, les préjugés. En même temps, regarde sa gueule. Issue d'une lignée irlando-italienne et élevée dans la tradition catholique, Lindsay et sa famille connaissaient des bouleversements dès sa petite enfance. Ses parents se séparent lorsqu'elle a 3 ans. Ils se réconcilient avant de divorcer définitivement en 2007. Et figurez-vous que c'est à l'âge de 3 ans seulement que Lindsay Lohan commence sa carrière en tant que mannequin signée par l'agence réputée Ford Models. Très vite, elle enchaîne les campagnes pour Calvin Klein Kids, Abercrombie. Qui voilà? Notre chère amie Lana Del Rey qu'on voit juste ici. Tu le savais pas, hein? Eh bien c'est pour moi, c'est cadeau, ça me fait plaisir, ça me fait jouir. Ça me fait quoi? Ou encore pour Pizza Hut, Wendy's, Jell-O, entre autres. Plus de 60 publicités et 100 publications print à son actif. Avant même qu'elle ait atteint l'âge de 10 ans. À 3 ans, moi, je jouais encore avec mon pipi, mon caca. Caca, pipi, popo. À 10 ans, elle décroche un rôle récurrent dans le soap opéra Another World. Déjà, certains critiques la considèrent comme un vétéran du show business. Besides, they keep her too busy on the paper. À 10 ans seulement, elle devient presque une icône déjà à la limite, c'est dingue. C'est en 1998 que cette icône naît véritablement, à 12 ans. Lindsay incarne avec brio les jumelles Holly Parker et Annie James dans la version Disney du Parent Trap, À nous quatre en français. Un remake du film culte de 1961. Toute mon enfance ce film, c'est un classique. Je l'ai saigné tellement de fois quand j'étais petit, en cassette vidéo. Et moi à l'époque, je me rappelle, j'étais tout petit, extrêmement naïf, ou extrêmement mignon, je ne sais pas. Dites-le que je suis mignon là. Elle va partir celle-là, elle va partir là. Je savais pas que c'était la même actrice qui jouait les deux rôles. En tout cas, de façon générale, moi ça m'impressionnera toujours, les acteurs qui jouent 2 rôles différents à l'écran. Il faut tellement une force d'acting pour ce travail. J'ai Tom Hardy qui me vient en tête là tout de suite comme exemple dans Legend, il est trop fort. Et bah là, dans Un nous quatre, c'est pareil. À 12 ans, elle est très forte et très juste, je trouve. Et pour ceux qui n'ont pas eu d'enfance, ça va, je rigole, arrête de mal le prendre. Le mec est parano, tu sais. Voilà de quoi parle ce film. À nous quatre raconte l'histoire de 2 jumelles, Ali Parker, qui habite en Californie, et Annie James, qui habite à Londres, élevées séparément par chacun de leurs parents divorcés. Elles se rencontrent par hasard lors d'un camp d'été, découvrent leur ressemblance troublante et décident d'échanger leur place pour rapprocher leurs parents. Ce plan ingénieux et plein de charme les mènera à réunir leur famille sur fond de malice, quiproquo et tendresse. T'as quel âge? J'aurai 12 ans le 11 octobre. Moi aussi. Toi aussi, tu es né le 11 octobre? Ouais, je trouve ça étrange. Je n'ai qu'une mère. Et toi, tu n'as qu'un père. Tu n'as jamais rencontré ta mère et je n'ai jamais rencontré mon père. Des petites anecdotes amusantes sont qu'avant Lindsay Lohan, Scarlett Johansson, Mara Wilson, Jenna Malone et Michelle Trachtenberg, qu'elle repose vraiment en paix cette actrice. Petit cœur là, ça m'a fait tellement de peine son décès. Bref, petite parenthèse, ces filles-là avaient été envisagées pour le rôle. Jenna Malone l'a même refusé 3 fois. Ou encore que cette séquence emblématique entre Lindsay Lohan et Simon Coons, le majordome Martin, a été créée spontanément par eux, sans chorégraphie formelle.
Ils ont travaillé seuls pendant plusieurs heures pour mettre cette séquence au point. Et en 2022, Lindsay Lohan a recréé une réplique culte du film sur TikTok. Do you want to know the difference between us? I have class and you don't. Tu veux vraiment savoir ce qu'il y a de différent entre nous deux? Laisse-moi deviner. Je sais manier le fleuret et pas toi. Ou j'ai de la classe et pas toi. Qu'est-ce que tu préfères? Oh, toi, je vais te... Les filles, une seconde les filles. Sa vidéo a rapidement fait le buzz, accumulant plus de 13 millions de vues. Également en 2020, le casting s'est retrouvé pour une réunion virtuelle organisée par la journaliste Katie Couric. Hilary Turan, critique du Los Angeles Times, loue sa capacité à incarner deux personnages distincts et souligne qu'elle est plus douée que son prédécesseur pour créer deux personnalités différentes. Petite balle perdue comme ça là. 12 ans la gosse, 12 ans, je le rappelle. Et elle a plus de talent que moi, j'en aurais jamais dans ma pauvre petite vie misérable de merde. Wow, doucement mon Six, t'emballes pas. C'est le début de la vidéo et je pète déjà un câble. Ou encore que lors d'une session presse, Lindsay expliquait très naturellement la différence entre ces deux personnages. L'un avec un accent anglais, l'autre américain. L'un aux cheveux longs, l'autre aux cheveux courts, sans préparation compliquée. Les médias et ses pairs décrivent la jeune actrice comme la petite rouquine tachetée timide, mais très intelligente, créant un contraste touchant avec son aura de star naissante. Et ces petites taches de rousseur là, parlons-en. Adorée pour ces dernières, son énergie et son naturel, Lindsay devient une image incontournable des années 2000. Et pourtant, elle confie plus tard qu'à l'époque, elle n'aimait ni ses taches de rousseur, ni ses cheveux roux. Un sentiment partagé par la jeune star à mesure qu'elle grandit. Pourtant, adorée pour ces dernières, son énergie et son naturel, aussi fou que cela puisse paraître avec nous quatre, Lindsay Lohan n'était plus seulement une enfant star. Elle commençait petit à petit à devenir le nouveau visage d'Hollywood. Une fillette capable de porter un film entier sur ses épaules. Sa malice, son naturel et son professionnalisme impressionnaient déjà les réalisateurs. Au point que certains grands réalisateurs affirmaient d'elle qu'elle jouait bien mieux que plein de grands acteurs. La gamine, elle distribue des paquets de claques. Mais cette reconnaissance précoce n'était qu'un avant-goût. À peine sortie de l'enfance, Lindsay s'apprêtait à entrer dans une phase décisive, son adolescence, où elle allait incarner la jeunesse américaine à l'écran. C'est à ce moment précis que Lindsay quitte l'image de la petite fille sage pour devenir l'icône glamour et rebelle des années 2000. La suite du parcours de Lindsay Lohan marquera son épogée, l'ère de la teen queen, où chaque film, chaque chanson et même chaque apparition publique allait façonner l'âge d'or de sa carrière. Comme dit précédemment, au début des années 2000, Lindsay Lohan n'est plus qu'une simple enfant star révélée par nous quatre. Elle a grandi, et Hollywood l'a vu se transformer sur les projecteurs. I'm very normal. I'm Right. very honest. I do have a very strong personality. Right. Maybe a little too honest sometimes. Entre 2003 et 2006, elle enchaîne les succès au box-office, les disques d'or, les couvertures de tous les magazines People possibles et imaginables, et bien sûr les soirées mondaines. À seulement 17 ans, elle est considérée comme la nouvelle princesse d'Hollywood, une adolescente un peu rebelle, à l'époque où le rock était roi aux États-Unis, voire partout dans le monde. Cette dernière qui commence désormais à rivaliser avec Britney Spears et Hilary Duff dans le cœur des fans. Son véritable passage de l'enfant star à la teen queen se fait avec le film Freaky Friday, où elle partage l'affiche avec Jamie Lee Curtis. Pareil, ce film c'est toute mon enfance, je l'ai regardé en boucle avec ma sœur, mon frère, mes cousins. L'histoire suit Tess Coleman, une mère veuve très stricte, et sa fille adolescente, Anna, rebelle passionnée de musique rock. Après une violente dispute, un sortilège lié à des biscuits de fortune chinois provoque l'impensable. Elles échangent de corps du jour au lendemain. Okay, that's enough. Forcée de vivre la vie l'une de l'autre, Tess doit survivre au lycée et comprendre les problèmes d'ado de sa fille, tandis qu'Anna découvre les responsabilités écrasantes de sa mère, psychologue sur le point de se remarier. Leur expérience les aide à mieux se comprendre et à se rapprocher avant que le sortilège ne prenne fin. Freaky Friday, dans la peau de ma mère. C'est où l'école de Harry? Non, il peut y aller à pied. C'est à 3 bornes. Tu cours vite. J'invite sincèrement toutes celles et ceux qui n'ont pas vu ce film à le regarder. Il a pas si mal vieilli que ça. Et franchement, comme je vous l'ai dit, c'est un classique. C'est un petit bonbon, ça se regarde tout seul. Avec des critiques très positives, le film a rapporté plus de 160 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget d'environ 26 millions. Killing me, and I must confess, I still believe. Apprécié surtout par les adolescents et les familles, le film est devenu une comédie culte des années 2000, souvent citée comme l'une des meilleures body swap movies, c'est-à-dire film d'échange de corps. Bref, t'as capté l'idée quoi. À l'origine, le rôle d'Anna Coleman devait être celui d'une ado gothique. Lindsay propose de modifier son style pour coller davantage à la jeunesse de son époque. Disney accepte, et ce changement donne donc au personnage une dimension plus universelle. Sur le plateau, Jamie Lee Curtis raconte qu'elle voyait en Lindsay une ado encore insouciante qui s'amusait à danser et à chanter entre les prises, mais capable d'une grande maturité dès que la caméra tournait. How her and I've completely bonded.
On peut dire que 2003 marque littéralement un tournant dans la vie de Lindsay, qui dorénavant devient incontournable. C'est l'actrice star du moment. Et Freaky Friday donne un immense coup de pouce à sa carrière. Mais c'est vraiment en 2004 qu'a lieu l'année de la consécration. Confessions of a Teenage Drama Queen sort en février de la même année. Et ce film la montre dans un rôle d'ado excentrique, rêvant de gloire. Ce film révèle aussi une autre future star, Megan Fox, qui joue sa rivale. Mais c'est en avril que Lindsay marque l'histoire avec un film qui n'est autre que Lolita malgré moi. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swinging, jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell. Ce teen movie culte, écrit par Tina Fey, devient un phénomène mondial. On en a parlé en début de vidéo et je le kiffe. Encore aujourd'hui, je le saigne au moins une fois par an. Je l'adore, il me rend nostalgique, tout ce que vous voulez. Kaylee Heron, adolescente élevée en Afrique par ses parents zoologues, débarque pour la première fois dans un lycée américain. Elle découvre un univers social brut, dominé par un groupe de filles populaires surnommées les plastiques, menées par la manipulatrice Regina George, interprétée par Rachel McAdams. C'est qui les plastiques? Ce sont nos Altesses Royales. Celle-là, c'est Karen Smith, la fille la plus débile de la Terre. Et la rouquine, c'est Gretchen Wieners. Elle est pétée de thunes. Et le mal s'est réincarné dans le corps de Regina George. Cady s'allie d'abord avec deux marginaux, Janice et Damian. Janice, interprétée par Liz Kaplan, pour infiltrer et détruire le clan des plastiques. Toi, tu fais très fort. Non seulement t'es gay, mais en plus t'es une pouffe. Mais à force de jouer leur jeu, elle devient elle-même une mean girl. Après plusieurs humiliations, trahisons et un célèbre burn book rempli de ragots et de vacheries sur tous les gens du bahut, Cady finit par comprendre l'importance de l'authenticité et rétablit la paix au lycée. On aurait dit des animaux en pleine hystérie collective. Dangereux et incontrôlable. Sorti en 2004, donc, le film a rapporté plus de 130 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget de 17 millions. Et ce film, encore aujourd'hui, est considéré comme l'un des meilleurs teen movies des années 2000. Tu sais qui c'est que je trouve hyper craquant? Seth Mosakowski. Dis-moi que tu n'y penses pas pour de vrai. Pourquoi? Il embrasse super bien. Karen, c'est ton cousin. Oui, mais c'est mon cousin Germain. En effet, oui. Est-ce que tu savais qu'à l'origine, Lindsay voulait jouer Regina George, mais les producteurs la trouvaient trop sympathique, et ils lui ont donc confié le rôle de Kaylee Heron. Rachel McAdams, qui incarne Regina, a en réalité 8 ans de plus que Lindsay. Mais l'alchimie entre les deux actrices passait tellement bien à l'écran que cela en a fait un film classique instantanément. Est-ce que tu savais aussi que de base, Rachel a les cheveux bruns, mais Tina Fey voulait que le perso de Regina soit blonde, pour avoir un petit côté Barbie superficiel un peu, si je puis dire. Et donc pour le film, elle a dû porter une perruque. C'est dingue, non? Je le savais pas du tout avant l'écriture de cette vidéo. Est-ce qu'il te fait craquer physiquement? Non, pas du tout. Parfait, donc c'est réglé. En langage de fille, on appelle ça un vent. Fais gaffe, tu vas t'enrhumer. Tina Fey avoue avoir dû protéger Lindsay de la pression médiatique. Elle aurait dit « Tout le monde voulait quelque chose d'elle », mais elle n'avait que 17 ans, cette gamine. Et ce film fut un tel succès qu'il a même été étudié en cours. Certains enseignants l'utilisent même en sociologie ou en psychologie sociale pour illustrer la hiérarchie et la pression des pairs chez les adolescents. I can't go out. I'm sick. Boo, you whore. Ou encore que Tina Fey s'est inspirée de son propre passé au lycée pour écrire certaines situations. Avec ce carton plein qu'est Mean Girls, Lindsay devient plus qu'une actrice, elle devient une icône générationnelle. Mais pour autant, Hollywood ne lui suffit pas. En 2004, Lindsay sort son premier album intitulé Speak. Haha, ça me fume la coupe de cheveux. C'était tellement ça la mode à l'époque. Même étant petit, je me rappelle tellement de ce style capillaire, comme si c'était hier. L'album est un franc succès, disque de platine aux États-Unis. Il s'écoule plus d'1 million d'exemplaires. Quand même, c'est pas rien pour quelqu'un qui est une actrice de base et non chanteuse. Son single Rumors, dans lequel elle s'adresse au paparazzi et aux médias, devient un hymne pour les ados qui s'identifient à sa lutte contre l'invasion de sa vie privée. Car oui, les paparazzi est un problème, un sérieux problème. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard, car c'est l'un des sujets les plus importants de cette vidéo. Toujours dans la musique, un an plus tard, elle sort A Little More Personal en 2005. Le single principal, Confessions of a Broken Heart, Daughter to Father, est une lettre poignante à son père, Michael, avec qui elle entretient une relation très compliquée. Lindsay réalise elle-même le clip, mettant en scène une famille brisée à travers une vitre, une allusion directe à son propre vécu. Au milieu des années 2000, Lindsay Lohan est partout. Ses films dominent le box-office. Ses albums passent sur MTV et dans les clubs.
Elle fait la une de Vanity Fair, Rolling Stones, Teen Vogue et devient l'obsession des paparazzis, comme je l'ai dit plus tôt. À la première de Freaky Friday, Lindsay choisit elle-même son maquillage, mettant un eyeliner noir exagéré. Des années plus tard, elle avoue en rire. Elle aurait dit « J'avais l'air d'un panda et je n'avais aucune idée qu'il existait des maquilleurs pros pour ça. » Mais derrière l'image parfaite de la teen queen, la pression commence à se faire sentir. Lindsay vit seule à Los Angeles, souvent dans des hôtels comme le Château Marmont. Elle est entourée d'adultes qui dépendent de son succès, mais manque de repères familiaux stables. Jamie Lee Curtis avait bien résumé la situation. Tout le monde la voit comme une adulte, mais ce n'est encore qu'une gamine qui n'a besoin que d'un câlin. De 2003 à 2006, Lindsay Lohan incarne tout ce qu'une adolescente des années 2000 voulait être. Drôle, belle, talentueuse, rebelle, mais glamour. Ses cheveux roux, ses taches de rousseur inspirent des millions de jeunes filles à travers les États-Unis et à travers le monde. Elle est invitée à toutes les soirées hollywoodiennes. Elle est amie avec Paris Hilton, parfois rivale de Hilary Duff, et fait partie de ce trio médiatique qui fascine la presse people. Cette période est sans doute le sommet de la carrière de Lindsay Lohan, actrice adulée, chanteuse reconnue, icône mode et idole des ados. Mais derrière cette lumière aveuglante se cachent déjà les ombres de la célébrité, la fatigue, les excès, la solitude, les addictions et les conflits familiaux. Hollywood a fait d'elle une teen queen. Mais la même machine qui l'a couronnée allait bientôt la consumer. L'âge d'or touche à sa fin, la descente aux enfers commence. Après l'apogée de sa carrière adolescente, Lindsay Lohan entame une période de turbulence, une série de déboires personnels, juridiques et professionnels qui vont grandement ébranler son image publique et sa carrière, de façon générale. Ses erreurs personnelles s'emboîtent pour créer une spirale infernale, difficile, voire impossible à maîtriser. Dès 2006, certains films comme Just My Luck ne rencontrent pas le succès escompté. Critique tiède, box-office décevant. Just My Luck réalise environ 38 millions de dollars dans le monde, pour un budget de 28 millions. Littéralement un four par rapport au succès qu'elle avait pu connaître peu de temps avant. Ou encore que le film Georgia Rule, sorti en 2007, est aussi un signal fort. Le président de la société de production, James G. Robinson, envoie une lettre publique à Lindsay, dans laquelle il la critique pour ses retards sur le tournage, son manque de professionnalisme, ses absences, et la compare à une enfant gâtée. Mais c'est véritablement à partir de cette même année que les choses vont commencer sérieusement à se gâter. Notamment les ennuis avec la justice. En mai, elle est arrêtée pour conduite en état d'ivresse, entre parenthèses DUI, Driving Under the Influence, après avoir percuté un arbre en Mercedes à Beverly Hills. On retrouve également une petite quantité de cocaïne sur le lieu de l'accident. 2 mois plus tard, on prend les mêmes et on recommence. En juillet 2007, nouvelle arrestation, conduite en état d'ivresse, possession de drogue et licence suspendue. Ces incidents précèdent même une condamnation. 1 mois plus tard, elle plaide coupable à plusieurs chefs, DUI et drogue, et reçoit une peine qui inclut service communautaire, 1 jour de prison. Mais elle ne purge que 84 minutes et 3 ans de probation. Ouais, vas-y, ça c'est les States, ça. Toujours plus avec la justice. Tu peux être condamné à 325 ans ou 84 minutes. Bref, la justice américaine, c'est un délire, je trouve. Bon, tu me diras, la nôtre n'est pas mieux non plus, hein. Mais bon, cela ne nous Regarde pas. Le problème dans tout ce foutoir, c'est que la presse, de tout ce qui se passe autour de Lindsay Lohan, elle en raffole. Elle n'en perd pas une miette de ces scandales. Bien au contraire, elle s'en nourrit. Quant au paparazzi, ils s'en donnent à cœur joie. Les faits et gestes de Lohan étaient littéralement traqués. Back the fuck up! Fuck you! Sans répit. Et je tiens à soulever un point important, et qu'il faut rappeler qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'avaient rien à voir avec ce qu'ils sont aujourd'hui. Les téléphones portables sortaient des photos et des vidéos d'une qualité pitoyable. Pour ceux de ma génération ou plus âgés, vous vous en rappelez très bien, les appareils numériques coûtaient une petite fortune. En réalité, les seuls capables d'immortaliser et de diffuser les moindres instants de vie des célébrités, c'étaient les paparazzis. Résultat, Lindsay Lohan a subi un traitement inhumain, intrusif, quasiment 24 heures sur 24. Et elle n'était pas la seule. D'autres icônes de la fin des années 2000 ont connu le même acharnement médiatique. Je pense à Kate Moss, Peter Doherty, Amy Winehouse, Britney Spears et bien d'autres encore. Toutes et tous pris au piège d'une machine médiatique sans pitié. Lindsay a dit que les paparazzis l'ont terrorisée pendant des années, qu'elle avait, je cite, des moments vraiment effrayants et que cela lui avait laissé un PTSD à l'extrême. Putain, mais tu m'étonnes! L'enfer sur terre! La presse commence à relater ses soirées, ses fréquentations et ses excès. Elle fait la fête en permanence dans les clubs de Los Angeles. Elle dort peu, elle a des problèmes de sommeil et j'en passe. Dans une interview Vanity Fair de 2010, elle disait sortir presque tous les soirs. Pourquoi? Parce que tout le monde sortait et qu'elle avait peur d'être oubliée, mise sur le côté. On retourne brièvement en 2005-2006 pendant la période de promotion du film Fully Loaded. La production note que Lindsay semble épuisée. On lui demande de ralentir ses activités nocturnes. On évoque même une infection du foie et de l'épuisement comme raison de son retrait temporaire du tournage. Un aspect souvent mentionné, le tabagisme, l'alcool, la drogue, mais aussi les rumeurs autour des troubles alimentaires, boulimie, anorexie. Lindsay a admis plus tard dans des entretiens qu'elle avait, je cite, un problème qu'elle ne reconnaissait pas, qu'elle ne voulait pas reconnaître. Entre 2009 et 2010, les violations de probation s'accumulent. Rate des rendez-vous
rendez-vous, ne respecte pas certaines conditions imposées par la justice. En mai 2010, elle rate une audience obligatoire, invoquant un passeport volé, ce qui provoque un mandat d'arrêt. On lui impose un bracelet électronique, un scram, pour surveiller son taux d'alcool. Elle est condamnée à 90 jours de prison, suivi de 90 jours de traitement en établissement de désintoxication, pour non-respect de probation lié à 2 DUI en 2007. Elle ne purge que 14 jours de prison, en raison de la surpopulation carcérale. Et le reste du temps est consacré à la rehab. Lors de l'interview Vanity Fair, peu avant sa comparution en justice en 2010, elle est photographiée visiblement fatiguée, ses cheveux blonds platine tirés, on la voit même porter le bracelet scram, visible à sa cheville. Ou encore que dans cette même interview, toujours, elle raconte qu'à l'audience, certains membres de la cour lui reprochaient d'avoir laissé des traces de poudre blanche dans sa voiture et de tenter de blâmer ses amis. Un juge aurait également remarqué sur les ongles de l'actrice un Q gravé sur ces derniers. Un autre geste provocateur de la part de cette dernière. Ah là là là, il y a vraiment, mais alors vraiment, rien qui va. Où t'as l'impression que tout te tombe sur la gueule. Je ne dis pas qu'elle n'est pas toute blanche, hein, mais quand même, c'est le chaos, c'est terrifiant. Mais du coup, à cause de tout ce bordel, sa carrière va vraiment prendre un coup. Un sacré coup même. Hollywood commence à considérer Lindsay comme non assurable. C'est-à-dire que les assurances pour les productions la couvrant refusent de l'inclure, parce que le risque qu'elle ne respecte pas les obligations, qu'elle provoque des retards, est jugé trop élevé. Cela limite donc ses rôles majeurs au cinéma. Les films dans lesquels elle joue après 2006 sont plus instables sur le plan critique et financier. I Know Who Killed Me, Labor Pains, etc. Souvent critiqués pour leur scénario, leur direction, ou tout simplement parce que Lindsay était incapable d'assurer ses obligations promotionnelles. Elle engage des dépenses importantes, certaines factures impayées, accrochage avec les paparazzi, les tabloïds, ce qui alimente un cercle médiatique dangereux. Toute l'entièreté de sa vie privée se retrouve sous loupe. Et moi je me rappelle très bien cette époque-là. À l'époque, on la voyait constamment dans les musiques telles que Public, Closer, même sur 50 Minutes Inside. Tout le temps, on voyait sa gueule ravagée. Ça m'avait trop marqué à l'époque, je me rappelle. Mais malgré les excès, Lindsay ne perd pas espoir. Elle tente plusieurs fois de se réhabiliter, suit des cures, se rend en rehab. Elle enchaîne les allers-retours, parfois sans succès. Un classique, tu me diras, pour ce genre de personnalité. Cette dernière parle d'avoir beaucoup trop bu, particulièrement dans les soirées, dans les clubs. Pas toujours en état d'ivresse sévère, mais elle sortait énormément. Trop souvent pour ne pas pouvoir dire non. Elle aurait dit que l'alcool et les drogues étaient tout le temps autour d'elle, constamment. C'était banal, une norme pour elle, surtout quand on est jeune et célèbre. L'histoire de Lindsay Lohan, durant ces années de tourments et d'excès, est très loin d'être un cas isolé. Elle s'inscrit dans une longue liste d'enfants stars qui, après avoir goûté à la gloire trop tôt, se sont retrouvés happés par le piège d'Hollywood. On pense à Macaulay Culkin, star de Maman j'ai raté l'avion, qui lui aussi a sombré dans les addictions et les procès familiaux, après un succès fulgurant. Ou encore Drew Barrymore, révélé enfant dans E.T., qui a connu la drogue et l'alcool dès l'âge de 9 ans. À 9 ans. Avant, heureusement, de réussir à se reconstruire. Ou encore Britney Spears, comme énoncé plus tôt. Plus récemment, Amanda Bynes, autre idole adolescente des années 2000, a vécu un effondrement public similaire entre arrestations et problèmes de santé mentale. Ces destins parallèles montrent une vérité brutale. La célébrité précoce, aussi séduisante qu'elle paraisse, peut devenir un véritable poison. Et Lindsay, malgré son immense talent incontestable, n'a pas pu échapper à cette mécanique infernale. Mais toutefois, son histoire n'est pas encore terminée. Car après les excès et les scandales, une autre page va s'écrire, celle des tentatives de retour, de reconstruction et de rédemption. Après 2010, la vie de Lindsay Lohan entre dans une phase charnière. Elle semble s'éloigner des projecteurs, décide de prendre de la distance, en partie forcée par les circonstances, qui sont chaotiques, rappelons-le, mais aussi par un profond besoin de pause et de reconstruction. Cette même année, elle fait face à une accumulation de problèmes légaux, probation, tests de drogue non respectés, audience en justice, et j'en passe. Elle sort un documentaire britannique, Lindsay Lohan's Indian Journey, en 2010. Elle se rend en Inde parler de la traite des êtres humains, visite des villages, des orphelinats. Le projet est très noble, mais les critiques pointent le décalage entre ses problèmes personnels alors très visibles et le sérieux attendu d'un tel film. Certains dénoncent une appropriation ou une médiatisation maladroite. Dans tous les cas, pour le moment, Lindsay Lohan est grillée. Quoi qu'elle fera, qu'elle dira, qu'elle entreprendra, ce sera mal perçu, ce sera mal interprété. Le temps passe et on peut noter qu'en 2014, pour la première fois depuis très longtemps, elle monte sur scène au théâtre. Speed the Plow, à Londres. Ce rôle marque une sorte de retour aux fondamentaux du métier de l'acteur, du travail scénique, loin du film hollywoodien blockbuster ou du tapage médiatique. Elle joue sur scène, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. C'était une entreprise très risquée, car le théâtre demande beaucoup plus d'exigence, de rigueur, de professionnalisme, si je puis dire, entre guillemets. Il y a moins de filets de secours que pour un film, mais davantage de visibilité directe face au public. Elle participe aussi à des shows TV, guest appearance, anger management, etc. Mais rien de vraiment très massif ou de retour triomphant. Et le public semble fatigué de ces frasques médiatiques, de ces scandales. Et le public adolescent des années 2000 qui lit de l'attrait, eh ben il a grandi. Ils sont adultes, ils ont des enfants maintenant. D'autres idoles pour les ados ont pris leur lait. Quel métier de chien. Et il faut aussi que cette dernière reconstruise sa confiance et sa crédibilité. Une des grandes clés
clé de sa renaissance, c'est qu'elle commence à choisir ses batailles, à refuser certains rôles, à privilégier des projets qui lui plaisent ou lui permettent de retrouver du contrôle. On fait un grand saut dans le temps, on arrive dans les années 2021-2022 où Netflix entre en scène. Un tournant pour Lindsay Lohan, Falling for Christmas, un rôle principal dans une comédie romantique de Noël, un genre léger, commercial, mais pour autant très bien reçu, un public nostalgique et une plateforme devenue massive maintenant. Cela marque un retour concret. Falling for Christmas est comme un symbole, un film qu'on n'attendait pas forcément, mais qui fonctionne dans le contexte. Et une petite anecdote, pour promouvoir le film, elle enregistre un single de Jingle Bell Rock avec sa sœur. On voit qu'il y a une nostalgie, un lien avec sa famille, et aussi son envie de renouer avec des formes plus légères de divertissement. Elle signe également plusieurs suites streaming par la suite, comme Irish Wish en 2024. Donc on la voit renouer avec la visibilité, mais d'une manière différente, beaucoup plus mature, calculée, réfléchie, prudente même. Une des dimensions de son exil est géographique. Elle vit beaucoup de temps en dehors des États-Unis, notamment à Dubaï. Quelle angoisse cette ville, putain! Du moins, cette dernière a adopté une vie plus cosmopolite. Cela la protège, la ralentit, lui permet une distance avec le regard public intense. Elle se marie avec un certain Bader Shammas en 2022, ce qui lui apporte une sorte de stabilité affective, loin de ses relations tumultueuses et très médiatisées des années précédentes. Elle devient également maman. Leur enfant Louai est né en 2023. Cela marque un autre tournant personnel. La maternité lui donne une nouvelle perspective, des priorités différentes. Lindsay aurait déclaré que le passage à la maternité, le mariage, la vie plus stable, hors de l'agitation d'Hollywood, tous ces éléments participe à ce qu'on pourrait appeler une reconstruction du moi profond. Non seulement l'actrice, mais la personne telle qu'elle, l'être humain. Loin du tumulte des tabloïds, elle a appris la valeur de la discrétion. Beaucoup de récentes interviews évoquent qu'elle ne souhaite plus que sa vie privée soit une marchandise. Elle semble plus consciente de sa santé mentale, du stress, de ce que signifie être au centre d'un projecteur permanent. On voit une transformation dans les rôles qu'elle accepte. Moins de grandes superproductions risquées, plus de niches, de comédies romantiques, de productions streaming. Ce sont des choix plus mesurés, plus maîtrisés. Elle retrouve une crédibilité personnelle. Producteurs, réalisateurs, plateformes comme Netflix semblent donner une chance, lui font à nouveau confiance pour des projets qui peuvent marcher, y compris dans le genre romantique ou feel good movie, qui ne la juge pas uniquement sur son passé. Et c'est tout récemment qu'elle a fait son grand retour avec Freaky Friday 2. On retrouve les personnages d'origine. Lindsay Lohan reprend Anna Coleman, Jamie Lee Curtis revient comme Tess Coleman, la mère. Lindsay Lohan dit qu'elle s'est sentie comme une enfant à nouveau en retournant sur les planches de Disney, car beaucoup de ses rôles précédents, et qui plus est ses plus connus, étaient chez Disney. Ses retours sur les plateaux, ses lieux de tournage lui rappellent son parcours, son passé, et cela semble l'émouvoir grandement. Elle dit aussi que l'histoire du personnage d'Anna, devenue parent elle-même, s'aligne avec son expérience personnelle comme maman. Cela donne plus de vérité, de profondeur aux scènes familiales. Et le fait qu'elle soit aussi productrice exécutive de ce film montre qu'elle a du pouvoir de décision, qu'elle n'est plus seulement devant la caméra, mais aussi derrière. Ce qui change sa posture de star, de sujet, vers celle de participante active dans la construction de son image et de ses projets. Lindsay Lohan, après 2010, traverse ce qu'on pourrait appeler une période d'exil. Pas nécessairement géographique seulement, mais aussi médiatique, professionnel et psychologique. Ce retrait qu'elle n'a pas toujours choisi, mais parfois subi, lui permet de se redéfinir, de sortir des rôles dans lesquels elle était enfermée, de reprendre le contrôle de sa vie, tout simplement. Le terme renaissance n'est pas exagéré, mais parce que ce retour graduel, sincère, s'appuie sur maturité, maîtrise et un désir de paix, plus que de gloire. Lindsay Lohan est plus qu'une star passée par les excès, plus qu'un symbole des dérives d'Hollywood ou qu'une nostalgie des années 2000. Elle est l'incarnation d'une trajectoire humaine complexe, faite de fulgurances, de failles, de déroutes, mais aussi de rédemption. Enfant prodige, repérée très tôt, elle a connu le sommet de la gloire avant même d'avoir atteint l'âge adulte. Mais cette lumière brûlante a aussi révélé ses sombres, les addictions, les procès, les scandales, les humiliations publiques. Elle a sombré aux yeux du monde entier, et beaucoup pensaient qu'elle ne reviendrait jamais, moi le premier. Pourtant, son histoire ne s'arrête pas au chaos. Lindsay a su prendre du recul, s'exiler, se reconstruire. Elle a appris à trouver dans le silence, dans la discrétion et dans l'intimité familiale une nouvelle forme de richesse. Aujourd'hui épouse, mère, actrice de retour, elle aborde la célébrité avec une maturité qu'elle n'avait pas jadis, choisissant ses projets et préservant sa vie privée. Son héritage est double, celui d'une actrice qui a marqué toute une génération, ma génération, mon enfance, l'enfance et l'adolescence de ma grande sœur également, avec des rôles cultes, mais aussi celui d'une femme qui a survécu à ses démons et qui incarne la possibilité de renaître, même après l'effondrement, quand tout n'est que chaos. Lindsay Lohan fait partie de cette première génération d'enfants stars qui nous rappelle que la célébrité peut être un piège, mais qu'elle ne définit pas entièrement une vie. Ce qui définit une personne, ce sont ses combats, ses cicatrices et la façon dont elle choisit de les transformer en force. Et au bout du compte, derrière les scandales, les renaissances et les espoirs, demeure l'image d'une femme qui a survécu à tout pour redevenir simplement elle-même, Lindsay Lohan. Mais
petites cracottes en avoine. C'est la fin de cette vidéo et j'espère que comme d'habitude elle vous aura plu, elle vous aura diverti, elle vous aura appris plein de choses. Personnellement ça m'a fait quelque chose la réalisation de ce projet. Ça m'a replongé en enfance, ça m'a rendu très nostalgique, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Bref, j'ai vraiment adoré réaliser ce projet et aujourd'hui j'espère vraiment sincèrement que Lindsay Lohan se porte pour le mieux et qu'elle est heureuse. Mais comme on vient de le dire, ça m'en a tout l'air. D'habitude, je vous invite à laisser un j'aime, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Ça ne vous coûte vraiment rien et moi ça m'aide énormément dans mon travail. Alors dépêche-toi de faire ce que je viens de te dire. Sinon, je te chatouille les yeux. J'aimerais également dédier cette vidéo à ma grande sœur, cette dernière avec qui j'ai poncé ce film des dizaines et des dizaines de fois. D'ailleurs, j'ai encore ton DVD chez moi que tu m'as prêté, ce DVD que tu as eu à plus de 15 ans maintenant. Donc fais-moi penser à te le rendre quand tu auras visionné cette vidéo, très chère sœur. C'était le Six et si vous la prochaine fois pour les prochains projets.